Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire que nous démarrons avec quelques petites minutes de retard. Nous nous en excusons. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui porte sur l'EBITDA et la supply chain, donc tout ce que votre CEO doit absolument savoir sur la SNOP. Avec nous aujourd'hui, nous avons Nicolas Comard qui est CEO et cofondateur de Colibri, David Perel-Royzen qui est expert métier et moi-même, Bénédicte Fink, responsable marketing. Un rapide overview des sujets que nous allons aborder. Donc, tout d'abord, Colibri, quels impacts sur l'EBITDA et la valorisation. Ensuite, nous verrons quels impacts sur le cash flow et le BFR. Ensuite, la mécanique de cet impact du SNOP à l'EBITDA. Comment s'assurer de la bonne réussite du projet. Comment Colibri vous aide à faire fonctionner le SNOP. Et enfin, quelques retours clients, savoir voilà, est-ce que ça marche concrètement. Je laisse la parole à nos experts pour commencer ce webinaire. Tu allumes ton micro, Nicolas. Ouais. Bonjour à tous, je suis Nicolas Comard, je suis le directeur général, le cofondateur de Colibri. Donc je suis avec David aujourd'hui. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui est un sujet qui est souvent, je vais pas dire oublié, mais un petit peu négligé, parce qu'il confronte un petit peu de monde. C'est l'impact du SNOP sur les données, on va dire, financières de l'entreprise, que sont notamment l'EBITDA et le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le cash flow en termes plus directs. Car effectivement, là, on confronte un petit peu le monde de la supply chain et le monde de la direction d'entreprise ou de la direction financière de l'entreprise. Et en fait, ce qu'on se rend compte, nous, avec l'expérience, c'est que c'est quand même souvent la direction d'entreprise ou la direction financière qui est à la manette sur la prise de décision de on investit ou on n'investit pas sur le sujet SNOP, qui est un sujet sur lequel qui fonctionne sur des KPI métiers de la supply chain, qui sont pas forcément des KPI qui sont nativement compris par ces personnes, ces sponsors qui vont prendre les décisions. Donc l'objet du webinaire aujourd'hui, c'était de reconstruire, mais de remettre un lien entre ces deux mondes, notamment pour pouvoir aider les personnes du monde de la supply chain à aller convaincre éventuellement des décideurs sur pourquoi investir sur du SNOP et quel va être l'impact à leur niveau. T'es d'accord ? Complètement d'accord, parce que de toute façon, quand on parle de planification, quand on parle de supply chain, finalement, on manipule des flux d'informations qui vont avoir un impact sur les flux physiques de l'entreprise. Qui dit flux physique va dire un coût financier, un coût réel, de toute façon. Donc ça, c'est l'impact et se traduit très facilement en termes monétaires. Donc on a voulu, pour commencer et puis pour marquer dès le début un petit peu le webinaire avec des choses un petit peu parlantes, justement pour un directeur financier ou pour un directeur général, ce qui est le plus parlant souvent c'est des chiffres et des petites simulations de qu'est-ce que ça change à SNOP, en quoi c'est un game changer. Donc on a pris l'exemple ici, un exemple typique qui est aussi un exemple de synthétisé de nos expériences et des expériences de nos clients. C'est pas un cas réel, hein, je vous rassure, mais un cas représentatif. Donc on prend l'exemple d'une société qui va faire à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui va être une société soit industrielle, soit distribution en France. Cette société-là, si on regarde un petit peu l'équilibre avant mise en place d'un SNOP, on va retrouver typiquement donc, ce que vous avez dans la première colonne avant optimisation. Donc, je fais un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. J'ai un coût de mes produits vendus, donc qui inclut tout ce qui va être coût direct du produit, achat, opération, transformation, approvisionnement, à peu près qui représente 70% du prix de vente. C'est-à-dire que donc sur 200 millions de ventes, on va avoir à peu près 140 millions d'euros de coûts directs liés au produit. Et puis après, on va avoir à peu près un 12%, je crois que les chiffres qu'on a synthétisés, c'est entre 10 et 15 selon les cas, mais 12% qui vont être des coûts indirects de la supply chain, c'est-à-dire des coûts, par exemple, de coûts d'entreposage, coûts d'expédition, c'est-à-dire des coûts de fonctionnement de la supply chain qui vont être liés au volume global, mais qui vont pas être forcément
assimilable à un produit vendu. Donc il y a des frais généraux de supply chain, on va appeler ça. Et puis il y a les autres frais généraux sur lesquels on ne pourra pas avoir d'impact avec le SNOP, donc tout ce qui va être frais commerciaux, frais des équipes de management, de ressources humaines, de recrutement, de bâtiments, etc. Et donc on va prendre l'exemple d'une société moyenne en France, grosse PME, 200 millions, qui va faire à peu près 6% d'EBITDA, c'est-à-dire 12 millions d'EBITDA avant optimisation sur le SNOP. On a mis également la notion de valorisation de la société, puisque aujourd'hui l'EBITDA est le KPI majeur utilisé par tous les cabinets de M&A ou tous les fonds d'investissement sur la valorisation d'une société, et la métrique moyenne, c'est à peu près 7 fois l'EBITDA. Voilà, selon les activités, ça va être entre 5 et 10. Mais prenons 7, et puis si vous voulez faire votre simulation avec un autre facteur de multiplication, vous pourrez le faire assez facilement. Je précise que ce petit atelier est une synthèse d'une présentation qu'on fait à nos clients et qui est une synthèse également du travail qu'on a réalisé avec certains directeurs des opérations, directeurs supply chain chez nos clients et certains experts financiers en cabinet M&A. Donc qui travaillent régulièrement sur ces sujets-là. Et donc, toi, David, tu pourras en témoigner peut-être un petit peu aussi, puisque tu fais régulièrement des projets, puis tu as travaillé aussi dans des directions supply chain. Ce qu'on peut relativement simplement estimer avec en termes d'impact de la mise en place d'un SNOP réussir. Il ne faut pas juste acheter une solution puis la mettre en place. Il faut vraiment s'appliquer à bien faire le processus. Donc, on peut estimer qu'on va augmenter un petit peu par une meilleure disponibilité des produits, peut-être 1% du chiffre d'affaires. Ça va être entre 0 et 5 souvent en fonction des entreprises, parce que beaucoup d'entreprises couvrent le risque par énormément de stock. Donc, ceux qui ont trop de stock, vraiment trop de stock, vont peut-être pas gagner sur le chiffre d'affaires. Mais ceux qui sont mal ajustés, parfois, vont gagner un petit peu sur le chiffre d'affaires en vendant plus par une meilleure disponibilité, ou en ayant des livraisons clients peut-être plus complètes, avec moins de reliquats ou plus rapides, donc avec un flux financier aussi qui s'accélère. On va souvent réduire sur le coût des produits vendus unitairement, parce que globalement, on positionne mieux les ordres de fabrication, les ordres d'approvisionnement, on les dimensionne mieux, donc il y a moins de coûts produit par produit. On fait moins de circuits en urgence, donc le coût du transport à l'unité ou le coût de production à l'unité va être mieux dimensionné et réduit. Et puis également, on va là fortement réduire des coûts de la supply chain, parce que si vous baissez par exemple de 20% les stocks, vous réduisez les coûts de gestion de stock, qu'on appelle par exemple. Et sans parler dans les autres coûts, ne serait-ce que des pénalités qui peuvent être encourues pour cause de rupture avec certains clients. On a le cas dans la distribution de textiles sportifs. Ça peut être assez sévère, les amendes en cas de retard de livraison pour des nouvelles collections, pour des nouveaux lancements de produits. Une prévision mal ajustée, un plan d'approvisionnement mal phasé peut avoir des coûts au-delà du transport en urgence, au-delà de la non-disponibilité du produit, mais c'est aussi dans la relation avec le client que vous pouvez encourir des pénalités financières, mais aussi des pénalités finalement de fonctionnement et de confiance avec vos clients, qui auront des effets peut-être plus sur le long terme. Donc vous voyez, effectivement, on a listé quelques cas ligne par ligne qui représentent les gains, donc disponibilité de produits, transport en urgence, coût de gestion de stock. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que on va, en mettant en place un bon SNOP, on va tout de suite gagner un petit peu en améliorant les l'EBITDA, gagner en améliorant un petit peu la supply chain, on va améliorer de beaucoup l'EBITDA, et encore une fois, c'est souvent mal mesuré l'impact de tout le travail d'un bon directeur supply chain avec une bonne équipe et une bonne activité SNOP, de combien il améliore réellement l'EBITDA de l'entreprise. Je vous encourage à faire l'exercice avec votre directeur financier pour mettre en valeur ce travail. Et puis on voit également effectivement qu'en augmentant sensiblement l'EBITDA, forcément on augmente sensiblement la valeur de l'entreprise, et donc on contribue pour grande partie à la valorisation de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est une petite simulation qu'on fait avec nos clients. Si ça vous intéresse, on pourra travailler ça avec vous. Aussi, vous pourrez vous en inspirer pour faire votre propre simulation en ajustant un petit peu les pourcentages et
et les optimisations que vous pouvez faire dans votre contexte. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Alors, on a voulu séparer deux parties qui sont quand même pas tout à fait identiques. Il y a la partie EBITDA, qui est bilan financier annuel et l'impact qu'on va avoir dessus. Et puis, la deuxième partie, qui est sur le slide suivant, que Bénédicte peut nous passer, qui est le levier du S&OP sur quelque chose d'autre qui est très important, qui est le cash. Et donc, le cash ou le cash flow, on reprend la même société qui va faire à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va lui optimiser toujours ce plus 1% de chiffre d'affaires grâce à une optimisation du S&OP. On garde le même coût des produits vendus. Par contre, on va améliorer la rotation du stock par an. C'est-à-dire qu'un meilleur dimensionnement des stocks va vous faire baisser la valeur de stock moyenne, car vous allez accélérer le rythme du stock et du coup vous allez largement baisser ce stock moyen grâce à une meilleure vélocité, et ça va être dans le cas qu'on a ici. Donc on va augmenter de 50% la rapidité de rotation des stocks, ça va nous faire baisser de 35% la valeur de stock moyenne, et c'est 12 millions d'euros de cash qui sont directement visibles dans les comptes et dans le besoin en fonds de roulement. Je ne sais pas si ça te fait penser à des expériences ou des anecdotes. En fait, tout simplement, c'est un exemple très concret. Ça peut être tout simplement le calcul du stock de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut avoir, quand on n'est pas bien outillé ou qu'on n'a pas forcément un processus de définition des stocks de sécurité qui est très fin, on peut se retrouver à faire des calculs, on va dire, une valeur qui va s'appliquer à tous les articles, une méthode qui va s'appliquer à tous les articles. Mais du coup, on peut avoir un produit finalement sur lequel on va avoir un stock de sécurité très conséquent, alors qu'au final, c'est un produit qui est d'une stabilité monolithique, avec très peu de variations. Donc finalement, même si ce produit-là est une classe A, même si c'est un produit sur lequel vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de stock, finalement, en étudiant grâce à ce processus S&OP, les variations de ce type de produit, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, au lieu d'avoir 60 jours de stock sur ce produit-là, finalement, 40 jours seraient largement suffisants pour vous couvrir amplement. Donc en fait, un meilleur pilotage niveau des stocks, ça peut aussi passer par là, par un processus de définition beaucoup plus fin de vos stocks de sécurité qui peut vous permettre de drastiquement réduire votre niveau moyen stock et surtout de l'allouer de manière beaucoup plus intelligente. Et un stock qui est alloué de manière beaucoup plus intelligente, c'est un stock qui va tourner beaucoup plus. Un stock qui tourne beaucoup plus, c'est un stock qui a moins de chances de finir en obsolète et donc d'être soit bradé, soit détruit, encore pire, en fin de compte. Ça me rappelle une histoire d'un client qui partait très très loin dans l'ajustement de ses stocks, qui avait des stocks, comme on dit, qui tiennent les murs et qui les écoulaient pas en fait, et en mettant en place une meilleure politique de gestion de stock adaptée aux saisonnalités, aux risques sur les ventes. En fait, je crois qu'en 6 mois, ils avaient dégagé suffisamment de cash. On était dans un cas extrême, mais ils avaient dégagé suffisamment de cash pour s'acheter un outil de CRM derrière, sans avoir à faire de prêt, alors qu'ils étaient à faire un prêt pour investir sur Colibri. Donc c'était assez intéressant parce qu'ils avaient hésité entre mettre en place un outil de CRM et un outil de S&OP. Et finalement, l'outil de S&OP avait, dans son retour sur investissement, financé l'outil de CRM, grâce à la réduction du stock. Donc dégager du cash flow par la réduction de stock, pour le petit message, c'est aussi dégager la capacité d'investissement pour avoir d'autres moyens financiers derrière sur d'autres projets. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, alors, effectivement, on n'a pas fait la présentation de Colibri. Simplement, on peut vous dire quand même qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas, même si j'espère que la majorité d'entre vous nous connaissent. Donc, nous, Colibri, on est un outil SaaS de S&OP dans le cloud. Et ce qu'on voulait rappeler à travers ce slide, au-delà de Colibri, c'est quoi le S&OP. C'est quoi le S&OP? Quelle est la couverture totale du S&OP? Donc le S&OP, pour nous, c'est 3 grandes macro-fonctionnalités. C'est la planification de la demande, la planification stratégique et la planification de ce qu'on va appeler c'est son sens anglais, c'est la supply. La supply,
regroupe tout ce qui va être production, approvisionnement, distribution intersite ou encore réassort de points de vente. Et donc, nous, on travaille sur tous ces sujets-là. Et si vous voulez un SNOP global efficace, il faut que vous puissiez processer l'ensemble de ces éléments. Donc, la première question, le premier outil répond à la question qu'est-ce qu'on va vendre, voire même qu'est-ce qu'on veut vendre, parce que peut-être qu'on veut choisir un petit peu nos marchés, nos clients, nos prix de vente parfois. Et donc pour ça, on a besoin souvent, aujourd'hui on utilise beaucoup de machine learning, d'intelligence artificielle, on travaille de plus en plus dans la collaboration entre les équipes, il faut bien gérer les cycles de vie des produits, bien catégoriser avec des classes A, B, C, X, Y, Z qui représentent les fréquences, et puis travailler le plus possible par exception. Donc c'est bien d'être outillé, mais aussi, le but d'un outil, c'est surtout d'avoir un processus efficace. Donc, première question à laquelle il faut répondre et sur laquelle il faut travailler, c'est qu'est-ce qu'on va vendre et qu'est-ce qu'on veut vendre, famille de produits par famille de produits, canal par canal, client par client, mois par mois, pour apporter une vision commune et partagée à l'ensemble de l'équipe derrière. Une fois que vous avez répondu à cette question-là, c'est comment je m'organise pour répondre à cette demande. Et donc là, on est dans de la planification stratégique à 12 ou 24 mois parce qu'il faut un petit peu de temps quand même pour se mettre en place. Est-ce que je passe mon usine de 2.8 en 3.8 en 5.8 ? Est-ce que je négocie avec un fournisseur ses capacités pour augmenter un petit peu dans la période qui va être un peu plus chaude ? Est-ce que j'anticipe mes pics de vente en créant du stock, mais du coup en négociant avec le directeur financier pour pouvoir avoir des capacités d'investissement ? Donc là, je suis vraiment sur l'organisation à moyen long terme, de la prise de décision, de l'anticipation. Et puis derrière, effectivement, c'est... au final, j'ai défini ce que je veux vendre et ce que je vais vendre. Au passage, j'ai défini aussi quel est mon pourcentage de certitude sur comment je vais réussir à le vendre. J'ai défini comment je m'organise par rapport à ces prévisions de vente et ce pourcentage d'incertitude pour être en capacité de le faire. Et puis derrière, c'est simplement de dire, bon, ben maintenant, quel produit j'achète, je fabrique, à quel rythme, avec quelle règle de gestion. Et je pense que ça, c'est un peu le triptyque qui permet d'avoir une bonne organisation, en tout cas une organisation et une production cohérente avec ce qu'on veut faire, avec la stratégie d'entreprise. Ouais, ça c'est bien d'insister sur ce point-là, Nico, de l'organisation, parce qu'en fait, un outil tout seul au sein d'une entreprise, on n'en tirera pas le meilleur bénéfice. Au mieux, ça sera une calculette efficace, mais ça sera juste une calculette. Et ce qui se passe dans le SNOP côté Colibri, c'est qu'en fait, on apporte un outil, mais on apporte également des processus, une méthode, pour qu'une organisation dans votre entreprise se crée autour de ces outils-là, histoire de les utiliser le mieux possible. C'est que si on utilise un outil de demand planning sans utiliser de collaboration, sans transmettre l'information vers l'outil qui sert à faire la partie approvisionnement, on perd une bonne partie de la valeur ajoutée de Colibri. Et c'est notre proposition de valeur également. Durant la phase projet, mais j'anticipe peut-être un peu sur ce qui va suivre, c'est que au-delà de l'outil, Colibri vous propose l'accompagnement en termes de processus et méthodes qui seront clés pour vous permettre de tirer le maximum de cet outil qui couvre d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue des bonnes pratiques tout le spectre du SNOP. Moi, ça me rappelle une petite histoire. Quand j'ai commencé à travailler, donc il y a quelques années maintenant, j'avais commencé à travailler dans une PME qui faisait de la fonderie, du matrissage, de l'usinage de produits en laiton. Et je me rappelle que quand on avait mis en place un outil qui permettait de suivre les carnets de commandes, de prévoir ce qu'on allait vendre et puis de voir ce qu'on devait lancer en production. Et on s'était rendu compte qu'on était à 3 mois de retard moyen pour chaque commande de livraison. Et justement, on avait voulu travailler l'organisation, donc la partie planification stratégique. Et je me rappelle que le directeur industriel à l'époque, quand on lui avait demandé comment on s'organise pour répondre, il a dit ça va se résorber de soi-même. Et en fait, ça s'était jamais résorbé. Lui, il n'était pas resté dans la société à l'époque. Et c'est simplement pour dire l'importance de chacune des bulles. Elle est vraiment forte. C'est-à-dire que le cas le plus typique qu'on voit, c'est qu'on fait pas la partie bleue. C'est-à-dire, on prévoit, on essaye, on se dit, après, dans l'usine, ils vont planifier, donc ils vont s'organiser pour. Sauf que
Si vous avez 100% de capacité, mais qu'il faut passer 120 ou 130% de flux, ça ne marchera jamais et ça génère énormément de désorganisation, de panique, d'instabilité des équipes et c'est extrêmement anxiogène. Donc la bulle bleue, comme les autres, souvent elle est un peu mise de côté et c'est vraiment quelque chose d'important de se dire j'ai une cohérence dans la stratégie que je mets en place par rapport au marché que je veux adresser. Et on peut passer au slide suivant. Effectivement, et ça c'est pour répondre à une objection souvent qu'on a des directions générales, puisque c'est un petit peu la cible de notre discours aujourd'hui, qui est de dire ok, je comprends que je peux améliorer mon EBITDA, je peux améliorer mon cash flow, je comprends tout ce que ça fait le SNOP, la demande, etc. Mais comment vous m'assurez qu'on va réussir le projet? D'ailleurs, je me tourne vers toi peut-être David, parce que tu es un peu un spécialiste projet. Comment on s'assure qu'un projet SNOP va être réussi? Alors déjà, on s'assure qu'un projet SNOP va être réussi parce que, déjà nous, côté Colibri, c'est notre métier. On le fait sur plus d'une centaine de clients, et on le fait bien dans la mesure, et même très bien d'ailleurs, dans la mesure où l'outil embarque les meilleures pratiques du moment en termes de supply chain, donc les meilleures méthodes, les meilleurs algorithmes, les meilleurs paramétrages. Deuxièmement, les experts qui travaillent dessus, que ce soit sur la partie produit développement ou sur la partie accompagnement métier, nous sommes tous des professionnels de la supply chain, et depuis très très longtemps pour certains d'entre nous. Et nous avons toute une batterie finalement d'outils à notre disposition pour répondre à vos besoins. Donc ça peut être juste du support au quotidien, ça peut être de l'IA, ça peut être également un accompagnement métier tout au long de votre durée de vie, on va dire, chez Colibri. Donc on a de l'expertise, on a de l'outillage et on a de la méthodologie projet. Et c'est cette méthodologie projet qui nous permet de faire des projets rapidement, c'est-à-dire qu'un délai moyen de projet entre kick-off et go-live se situera entre 3 et 4 mois. Mais pour réussir ça, on a besoin de vous, puisqu'on ne peut pas faire un projet chez un client sans que le client soit à minima disponible. Et c'est d'autant plus important que on vous transfère énormément de connaissances. Durant ces phases-là, on transfère de la connaissance, mais aussi on va vous poser beaucoup de questions. On va vous faire vous poser les bonnes questions. Et on va vous aider à construire toute cette organisation dont parlait Nicolas autour de l'outil pour que vous puissiez en tirer le meilleur. Et parce qu'il y a beaucoup de questionnements autour de ça, on a besoin de l'implication d'un sponsor. Le sponsor, c'est celui qui va trancher à la fin. Nous pouvons conseiller, nous vous conseillerons beaucoup, mais nous avons besoin de votre implication pour trancher et faire en sorte que le projet avance, puisque sans décision, généralement, ça s'arrête. Donc, implication du sponsor, disponibilité des key users et de l'équipe IT, et évidemment, de la donnée, puisque on passe sur un système qui va être très automatisé, qui va être de plus en plus automatisé, qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps, mais pour gagner du temps, il nous faut de la donnée. J'ajouterais peut-être la visibilité et la motivation de la direction générale sur le projet, dans le sens où pour mobiliser les énergies à un moment donné, il faut que le projet soit mis en valeur. Et un projet un directeur général qui n'est pas conscient de l'apport que peut avoir un SNOP, finalement, va pas avoir des équipes projets qui vont être très motivées pour avancer. C'est vrai un petit peu pour tous les projets, mais c'est toujours bien de le rajouter aussi. Et le sponsor est aussi le premier vendeur du projet auprès de la direction générale, en fait. Donc ça fait partie aussi du rôle du sponsor d'être le représentant de l'équipe projet auprès de la direction générale et inversement. Alors, donc là, David nous a expliqué comment réussir le projet. Vous pourriez avoir une seconde objection qui est de dire, bah oui, d'accord, là vous m'expliquez que Colibri, vous savez faire des projets, vous avez fait plus d'une centaine de projets qui sont tous réussis, très bien. Donc maintenant, le slide suivant, on va vous expliquer comment une fois que le projet est réussi, comment vous pouvez vous assurer que le SNOP sera réussi. C'est-à-dire qu'une fois que
Une fois que le process est en place, c'est une chose, mais comment je m'assure que je vais avoir une convergence de l'action de mes utilisateurs, de mon équipe supply chain, de mes commerciaux, pour atteindre mes objectifs, qui vont être la réduction du stock ou la réduction des coûts de la supply chain. Donc, comment on peut s'assurer de ça, David? Parce qu'en fait, on garde un œil sur vous. Et on vous permet d'avoir un œil sur vous-même. Je suis frappé par le nombre de clients en début de projet, quand je leur pose la question, qui me disent nous, la fiabilité, on ne sait pas trop. On ne sait pas exactement où on en est. Nos couvertures de stock, on ne sait pas trop non plus. En fait, c'est ça qu'on va vous permettre de faire. Déjà, on va vous permettre de le suivre de manière très claire, avec des indicateurs calculés, avec du reporting déjà installé dans l'application. Donc ça, c'est ce que vous aurez à disposition pour vous pouvoir vous contrôler. Et nous vous proposerons de l'accompagnement pour vous contrôler également, d'un point de vue extérieur. Et ça passe par de l'analyse et du conseil, et par des propositions de plans d'action personnalisés. De sorte que, tout au long de votre vie sur Colibri, nous vous accompagnons, et nous ferons en sorte que vous alliez toujours plus loin dans l'utilisation de l'outil, et vers plus de précision, plus de performance. Et ça, c'est un des buts des experts métiers que nous avons chez Colibri, c'est de vous accompagner sur votre performance et sur votre progrès. Oui, on en parlait tout à l'heure un petit peu à la machine à café. On a un métier qui est un petit peu en train de se transformer. Enfin, c'est mon opinion en tout cas aujourd'hui. C'est-à-dire que on a un métier qui est en train de se transformer d'un métier d'éditeur de logiciels à un métier de fournisseur de services d'un SNOP efficace et performant. C'est-à-dire que pour nous qui sommes éditeurs de logiciels aujourd'hui, le plus important, c'est que vos abonnements continuent et se développent, c'est-à-dire que vous restiez client de Colibri. Et on se rend bien compte, comme le disait David tout à l'heure aussi, que pour que vous restiez, il faut que vous soyez content des KPI métiers que vous obtenez grâce, entre autres, à l'utilisation de Colibri. Et la meilleure façon de faire ça, parce que pour des utilisateurs qui utilisent un logiciel, c'est pas facile d'être toujours au top de l'utilisation et formé sur les dernières fonctionnalités. Il faut un accompagnement très fort, mais pas simplement un accompagnement de j'ai bien noté votre ticket, vous n'avez pas compris comment faire telle chose, on va vous répondre. Mais un accompagnement de dire vous devez avoir tel niveau de fiabilité sur vos prévisions, sur tel best-seller. On se rend compte que vous êtes en train de dériver, on vous explique pourquoi, puis on vous propose une solution pour se réaligner sur l'objectif. Et ça, c'est de plus en plus le contenu de notre travail d'accompagnement. On peut passer au slide suivant, qui est un petit florilège. Donc je disais qu'on avait un peu plus de 100 clients aujourd'hui, principalement des clients en France, des grands, des moyens, des petits, comme vous pouvez le voir. On a voulu répondre par ce slide juste à une dernière objection qui est de dire ah oui, mais qu'en disent vos clients. Et on a quelques témoignages effectivement de clients, donc on les a pas tous pris parce qu'on en aurait trop. Mais je pense effectivement à des gens comme Covercard qui ont témoigné que après la crise du Covid, en utilisant Colibri, qui a drivé les utilisateurs parce qu'on a beaucoup de best practices intégrées dans Colibri, ils ont permis de réduire le stock de 35% en 18 mois. Orange qui utilise Colibri dans ces pays exotiques et de plus en plus de pays ont réussi à réduire les stocks tout en réduisant les taux de rupture et en ayant une meilleure disponibilité, ce qu'on disait en introduction, plus d'opportunités de vente par une meilleure disponibilité. Le GILEC, une des SCA de Leclerc, qui a augmenté la fiabilité de ses prévisions de plus de 20%, tout en doublant le référentiel produit et en limitant la surface allouée à ses produits. Easy Peasy, qui est un fabricant de lunettes de plus en plus connu, qui a une meilleure maîtrise de la projection de ses stocks et de ses approvisionnements, qui permet à l'équipe financière de piloter plus efficacement l'entreprise sur les besoins de cash notamment. Ou encore Europe Snacks, qui a une énorme croissance ces dernières années, qui du coup a réussi à anticiper, via l'anticipation, a réussi à servir le marché
tout en baissant ses stocks de 30% et en améliorant ses taux de disponibilité produits. Ça a été un facteur d'accélération de croissance pour eux. Et puis, effectivement, on prendra un dernier exemple qui est celui d'une des usines de Safran qui utilise Colibri aujourd'hui, qui est autonome sur 75% des bases de données, ce qui permet énormément de gains de temps, qui sont des gains financiers aussi, dont on n'a pas trop parlé. Mais en améliorant la productivité des équipes, on gagne aussi énormément et on permet aux équipes d'avoir beaucoup plus de valeur ajoutée en ayant une approche beaucoup plus chirurgicale sur les produits ou les clients ou les marchés qu'en ont vraiment besoin. Donc ça, c'est quelques témoignages qu'on peut avoir de nos clients. Je vous invite à aller sur Trustfolio, qui est une plateforme de témoignages libres de l'ensemble de nos clients, où vous retrouverez plus d'une cinquantaine, je crois, de témoignages en plus de ceci. D'ailleurs, puisqu'on parle de nos clients, c'est un témoignage à l'instant T. Je prends l'exemple d'Europe Snack. Les stocks ont été baissés de 30%, les taux de disponibilité améliorés. Mais là encore, on ouvre un chantier avec ce client pour améliorer encore la productivité des utilisateurs. Donc vous voyez, un client a déjà gagné avec l'utilisation de Colibri, mais en fait, en continuant l'accompagnement de manière régulière, en continuant, nous, à analyser, à auditer les processus, les méthodes, l'organisation du client, on peut encore trouver des leviers de performance, des leviers d'amélioration. Et donc, demain, Europe Snack pourra probablement dire nous avons baissé nos stocks de 30%, amélioré le taux de disponibilité produit et augmenté encore l'efficacité de nos équipes. Et c'est jamais fini. Tout à fait. Mais c'est pour ça, quand je reviens sur ce que tu disais pendant le projet, vaut mieux 80% tout de suite que 100% jamais. C'est-à-dire que ceux qui essayent de faire trop de choses d'un coup, souvent partent dans un projet trop complexe, fleuve, et perdent un petit peu aussi la motivation des équipes et finalement ne font pas grand-chose. Alors que quand on démarre des petites choses rapidement en mode un petit peu quick win, on va générer un effet un petit peu boule de neige en termes de succès des équipes et de valorisation des équipes qui va les motiver à faire de plus en plus de choses. Et Colibri permet ça aussi. Il permet en permanence, en fonction des paliers de maturité que vos key users vont avoir, de progresser sur la performance de votre SNOP. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais plus s'il y a un dernier slide ou si c'est le dernier. Un petit dernier slide qui résume et qui présente quelques-uns de nos clients sur nos secteurs d'activité majeurs. Donc vous pouvez voir effectivement que nous sommes présents alors très présents sur le monde des PME et des ETI, un petit peu sur les grands groupes, un petit peu sur les TPE et dans toutes les sociétés qui vont avoir des problématiques de catalogue ou de stock, parce que un des KPI clés de l'utilisation de Colibri ou d'un SNOP efficace, c'est quand même la réduction des stocks tout en maintenant la disponibilité et les ventes des produits. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Alors, pour l'instant, on dirait qu'il n'y a pas de questions. Donc, j'imagine que ça veut dire que vous avez été très, très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Comme ça, comme on a un petit peu de temps, on s'est gardé un moment de questions-réponses. Et s'il n'y a pas de questions, il y a Christophe qui est en train de taper. En tout cas, moi je vois que c'est un exercice qu'on fait de plus en plus avec les sociétés qui hésitent, qui sont en train de se poser la question des SNOP. C'est vraiment toute l'idée de faire ce lien avec ce langage ou ce vocabulaire qui parle à un DAF ou un directeur général, qui lui dit il faut mettre en place le SNOP parce que tu vas gagner tant de cash sur ton fonds de roulement, tu vas améliorer de temps la valorisation de ton entreprise par une amélioration de l'EBITDA. C'est des petits efforts. C'est pas des petits efforts parce que c'est vraiment des vrais projets qui nécessitent pas mal d'investissement puis de capacité à faire changer un petit peu les choses. Par contre, quand on voit le potentiel de gain financier que ça a au niveau de la direction générale, ça vaut vraiment, vraiment le coup de se battre un petit peu sur ce champ de bataille-là.
Un point qu'on n'a pas dit, et moi je le ressens aussi en tant que directeur d'entreprise, c'est, on parlait de Robsnack tout à l'heure, et on a pas mal de clients qui ont témoigné du fait que en mettant en place Colibri, ils ont eu une meilleure prévision des ventes que ce que leurs clients avaient en prévision d'achat vis-à-vis d'eux. Et du coup, ils sont devenus un fournisseur de services, conseils auprès de leurs clients pour dire voilà ce dont vous avez besoin. Et ça a permis de rapprocher les liens, de resserrer les liens clients-fournisseurs sur un modèle un petit peu partenariat, et ça a permis quelque part d'augmenter finalement la pérennité de l'entreprise vis-à-vis de son marché. Et ça, c'est très important pour un directeur général aussi, au-delà d'avoir plus de chiffre d'affaires, d'avoir moins de stock, c'est d'avoir une image de marque vis-à-vis de ses clients, une image de sérieux, une image de professionnalisme qui permet finalement d'assurer quelque part la pérennité de l'entreprise par la pérennité des clients. Donc c'était juste un point que je voulais ajouter qui est à mon sens très important pour un directeur général. Il y a des démos du logiciel, on va pas en faire aujourd'hui, mais il y en a si vous allez sur le site web de Colibri, vous pouvez vous inscrire. Il y a des démos du module Demand et des démos du module Supply. Voilà, Bénédicte vient de mettre le lien, qui sont des démos standards qui ont été enregistrées par un consultant expert, et vous pouvez poser des questions en live sur ces webinaires. Donc, je crois que c'est le mardi après-midi pour le module Demand, et ça va être le jeudi après-midi pour le module Supply Planning. Et après, si vous avez un projet, vous pouvez nous demander, parce que dans ces démos qui durent 20 minutes, je crois, vous n'allez pas avoir l'exhaustivité de toutes les fonctionnalités du logiciel. Mais si vous avez un projet, vous pouvez nous demander, et puis on pourra organiser des démos contextuelles en plus pour zoomer un petit peu sur les sujets qui peuvent vous intéresser ou vous questionner. Il y avait une question de Christophe Langlois sur les prérequis pour un projet Colibri. Alors, il y a quand même un prérequis important, c'est mieux d'avoir un ERP. On l'a vu, on l'a fait les projets avec des gens qui n'ont pas de ERP, mais souvent la donnée elle est un petit peu déstructurée, et puis le projet ERP vient derrière, c'est un peu compliqué de raccorder souvent les tuyaux. Donc moi je recommande quand même d'avoir déjà un ERP, ou en tout cas un ERP interne, externe, spécifique, peu importe, mais d'avoir déjà un processus avec des historiques de vente, des articles, des clients, parce que du coup un outil comme Colibri va venir optimiser tout ça. Et puis, ça c'est le premier prérequis. Pour moi, le deuxième prérequis, c'est simplement d'être capable d'assurer les facteurs clés de succès que David a présenté tout à l'heure. Donc, d'avoir un sponsor, d'avoir un key user, d'avoir quelqu'un à l'IT ou à la technique qui est capable de fournir les données. Et puis, je crois qu'il y avait un troisième facteur clé, c'était quoi ? C'était ça finalement. C'était finalement les trois piliers du succès. C'est la data, de ce dont Nicolas parlait. Alors dans l'idéal, d'avoir une master data qui soit déjà propre et structurée. Le deuxième, c'est d'avoir effectivement de la disponibilité des utilisateurs et de la partie IT, parce que pour alimenter Colibri, il faut pouvoir extraire la donnée, l'organiser, la nettoyer pour l'envoyer vers l'outil. Et avoir effectivement ce sponsor qui impulse cette énergie, se dire est-ce que vous avez vraiment un projet d'entreprise de structurer votre processus SNOP, parce que sans cette énergie-là, sans cette décision finalement, ça sera très difficile de dégager du temps pour les utilisateurs et au niveau des équipes IT, et ça sera difficile évidemment aussi de faire ce qu'il faut pour que les données soient disponibles en qualité et en quantité. Ok, merci. Alors le support, on va pas le publier publiquement. On pourra au cas par cas l'envoyer à la demande. Donc faites une demande sur notre site, et puis on verra, simplement parce qu'il y a un peu d'intelligence et de propriété intellectuelle dans ce document. Donc on veut juste vérifier que vous n'êtes pas des concurrents. mais sinon, si vous travaillez dans la supply chain et que c'est un support d'inspiration pour parler à votre direction, oui, bien sûr, on vous transmettra le document. Donc faites la demande à titre personnel.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y avait un début de question d'Olivier Riboulet, mais ça s'est arrêté au est-ce paramétrage oui, nous avons des paramétrages mais du quoi? Paramétrage des règles de gestion de la supply chain, peut-être, des stocks de sécurité. Je sais pas, peut-être qu'Olivier peut nous préciser. Mais alors, je sais pas sur quel sujet c'est, mais oui, nous avons des modèles de paramétrage. En fait, Colibri est un outil déjà pré-paramétré, mais conçu aussi pour être évolutif et agile. C'est-à-dire que nous, quand on l'a créé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, on était des experts chez Visio notamment, qui est la maison mère de Colibri, de mise en place de solutions beaucoup plus beaucoup plus lourdes, avec énormément de fonctionnalités, mais on réinventait la poudre à chaque fois, et finalement on reposait les mêmes questions avec les mêmes réponses. Donc on s'est dit que pour Colibri, on allait, en travaillant sur la base de l'APIX, finalement, on allait pré-paramétrer une solution avec des bonnes practices embarquées, et puis qu'on allait les proposer un petit peu d'emblée. Et puis ensuite, une fois que les utilisateurs allaient monter en maturité, on apporterait un peu plus de sophistication, d'ajustement, d'agilité dans la configuration de la solution. Donc Colibri est une solution pré-packagée sur des bonnes practices, mais aussi ajustable et évolutive en fonction de votre besoin et de votre parcours de progression en maturité. Oui, nous avons déjà déployé des solutions en Afrique. On est présent, je pense notamment au Kenya de mémoire. On est présent au Maroc, on est présent en Égypte. Afrique du Sud également. Afrique du Sud. Donc, c'est effectivement, on est quand même plus présent en France, mais effectivement, parmi des sites, alors, soit des clients, soit des sites utilisateurs de certains clients français. On a une présence assez forte dans différents pays d'Afrique. Tout à fait. Je pense que le logiciel évolutif dans son paramétrage pour s'adapter aux différents business models. Oui, tout à fait. Alors après, il y a des business models auxquels on s'adapte pas, parce que comme on a notre parti pris, c'est quand même de monter une solution basée sur des bonnes pratiques, préconfigurées, rapides à mettre en place, sur des modèles qui vont être hyper complexes. Peut-être que si vous faites des buying sessions et des plans d'assortiment dans le luxe ou dans le retail avec énormément de complexité, on vous dira c'est pas pour nous, c'est des logiciels beaucoup plus sophistiqués qu'il faut, mais dans 80-90% des besoins de nos clients, sur des pratiques qui sont les bonnes pratiques de l'APIX, on répond aux besoins. Je pense que là, cette fois, on a fait le tour. Je vois pas d'autres questions ni personne qui est en train de taper. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci à tous de votre participation et pour toutes vos questions à la fin. Je vous propose qu'on se quitte là-dessus. Très bien. Et je vous invite à voir les dépôts. Elles sont effectivement disponibles sur le site tous les mardis et tous les jeudis. Voilà. Et où à nous contacter. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.